Donc, bonjour et merci pour l'invitation. Je m'appelle Matteo Barsuglia, je suis chercheur au CNRS. Et je suis dans un laboratoire qui s'appelle Astroparticules et Cosmologie. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon livre, Les vagues de l'espace-temps, publié par Duno en 2019. C'est un livre qui a eu le prix Ciel-Espace du livre d'astronomie 2020. Et je pense que la meilleure façon de commencer, c'est de vous lire un extrait de l'introduction. Et puis, je pourrais décrire un peu le contenu du livre. La genèse du livre, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, et détailler quelques chapitres du livre. Mais commençons par le prologue. Le 12 février 2016, après plusieurs mois de fuite de rumeurs, la nouvelle est officielle. Les ondes gravitationnelles ont été détectées pour la première fois. L'événement s'est produit 5 mois plus tôt, le 14 septembre 2015 à 10h50 heure de Paris. Des petites ondulations de la géométrie de l'espace-temps ont traversé la Terre après un voyage de plus d'1 milliard d'années. Leur passage a été enregistré par LIGO, un détecteur installé aux États-Unis. C'est Dave Reitze, le chef du projet LIGO, qui en fait l'annonce lors d'une conférence de presse de la National Science Foundation américaine avec un ton direct et teinté d'émotion. « We did it. We have detected gravitational waves. » Nous l'avons fait. Nous avons détecté les ondes gravitationnelles. C'est le début d'une révolution. Dorénavant, l'astronomie utilisera aussi les vibrations de la gravité et la puissance de ce nouveau messager est immédiatement évidente et incontestable. Pour la première fois, 2 trous noirs avec des caractéristiques jamais observées auparavant sont détectés. Pour la première fois, on démontre que les trous noirs peuvent être liés dans des systèmes binaires où ils orbitent l'un autour de l'autre et peuvent fusionner. Pour la première fois, la théorie de la relativité générale d'Einstein, la grande infrastructure théorique de l'astrophysique et de la cosmologie, est mise à l'épreuve dans un contexte complètement nouveau, celui des champs gravitationnels extrêmes des trous noirs. Les 2 détecteurs LIGO aux États-Unis ont enregistré au milieu du brouhaha de la planète une variation de distance d'1 milliardième de mètre entre 2 miroirs éloignés de 4 km. Un gazouillement qui témoigne sans ambiguïté des derniers instants avant la fusion de 2 trous noirs tournant à la moitié de la vitesse de la lumière. Après ce mémorable 14 septembre, les détections d'ondes gravitationnelles continuent. Il s'agit d'autres couples de trous noirs qui fusionnent, certains plus grands, d'autres plus petits. Chaque signal est un triomphe de la théorie d'Einstein et la démonstration que désormais le ciel n'est plus seulement fait de petits points lumineux, mais aussi de points noirs qui émettent seulement des ondes de gravité. Voilà, donc c'est un extrait du prologue. Et donc, vous avez compris, c'est un livre qui parle d'une découverte. La découverte a été faite donc en 2015, a été annoncée en 2016. Et il y a eu un prix Nobel en 2017 qui a été donné à 3 des protagonistes de cette découverte. Mais c'est une découverte qui arrive après un siècle de recherche. Donc la théorie des ondes gravitationnelles a été établie par Einstein en 2016. Et donc, voilà, cela a pris un siècle pour détecter ces vibrations de l'espace-temps.
Donc c'est un livre qui parle de cette découverte, donc une découverte sur la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est un livre qui parle donc de gravité, de la force de gravité, de la gravitation. C'est un livre qui parle d'astronomie, donc qui lie la gravitation à l'astronomie. Et puis c'est un livre qui parle d'une grande aventure collective, parce que cette découverte a été faite par une grande communauté de plus d'un millier de personnes, de chercheurs, des chercheuses. Et c'est un livre qui parle un peu de moi, parce que depuis presque 30 ans, donc à l'époque c'était 25 ans, je m'intéresse aux ondes gravitationnelles, donc je fais toute ma carrière sur les ondes gravitationnelles, et donc depuis que j'étais étudiant. Voilà, donc faisons un pas en arrière, donc pour mettre un peu de contexte. Donc, il y a, je pense, trois parties qu'il faut détailler un peu avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Le premier, donc, c'est Einstein. Donc, Einstein, vers 1915, révolutionne la physique avec sa théorie de la relativité générale, donc la théorie des espaces-temps courbes. Donc Einstein dit la force de gravité n'est pas une force, mais est une courbure, une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Donc la Terre tourne autour du Soleil parce que le Soleil courbe l'espace-temps autour de la Terre, et la Terre est comme une petite bille, une petite pièce de monnaie sur un tapis élastique, un tapis de lycra, qui est courbé par la masse du Soleil. Et donc elle tourne, la Terre, et puis éventuellement elle peut tomber dans ce creux formé par la masse du Soleil. Donc ça c'est la théorie, en quelques mots, la théorie d'Einstein. Et évidemment c'est une théorie, là c'est l'idée générale. Après la théorie se base sur des équations très compliquées. Et Einstein développe cette théorie, et peu après il comprend que si l'espace-temps est courbe, est élastique, comme un tapis de lycra élastique, il peut vibrer. Donc c'est un corps élastique, il peut transmettre des vibrations. Et donc c'est les ondes gravitationnelles. Donc Einstein développe ces équations et trouve qu'il y a une solution de ces équations qui sont les ondes gravitationnelles. Donc des ondes, des vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière à travers l'espace quand il y a un phénomène violent dans l'univers, comme nous l'avons vu un siècle après une fusion de deux trous noirs. Chaque fois qu'il y a des changements de masse, de phénomènes violents, fusion d'étoiles, fusion de trous noirs, il y a émission d'ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles donc arrivent jusqu'à nous, sur la Terre, et on peut les détecter, on peut espérer de les détecter, et d'en faire un messager, donc transformer ces ondes gravitationnelles en un messager cosmique. Et là, j'arrive au deuxième élément de contexte, c'est l'astronomie. L'astronomie, donc, petit rappel, donc l'astronomie, on pourrait dire moderne, l'astronomie faite avec des télescopes, est née il y a 4 siècles avec Galileo Galilei, donc Galilée, savant italien. Et Galilée pointe une lunette vers le ciel et découvre des choses incroyables, découvre des satellites de Jupiter, les imperfections de la Lune,
Et c'est voilà, c'est vraiment le début de l'astronomie faite avec des instruments d'optique. Et après, l'astronomie s'est développée en améliorant ces instruments d'optique, donc des télescopes plus grands, dans des endroits, dans des meilleurs endroits, des déserts. Et puis, on a envoyé des télescopes dans l'espace. Vous connaissez Hubble Space Telescope et maintenant James Webb. Des télescopes sur les sommets des montagnes, télescopes de plusieurs mètres de diamètre. Et puis on est passé à regarder le ciel avec d'autres longueurs d'onde. Donc la lumière est une onde électromagnétique, donc il y a la lumière visible, et puis il y a la lumière qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais il y a de la lumière infrarouge, de la lumière ultraviolet. Et donc, on a construit, les astronomes, les astrophysiciens ont construit des télescopes qui détectent plusieurs types de lumière. Mais ça reste de la lumière. Et donc, la question est, est-ce qu'on peut observer le ciel d'une façon complètement différente? Donc, en sachant qu'à chaque fois qu'on observe le ciel avec des yeux différents, on détecte des choses incroyables. Un exemple, c'est le fond diffus cosmologique, donc c'est cette première lumière de l'univers, presque il y a 14 milliards d'années, qui a été détectée avec un télescope qui était complètement différent, un télescope qui détecte des ondes millimétriques. Et nous avons découvert ce fossile cosmique qui maintenant est utilisé pour faire de l'astronomie. C'est l'outil le plus important pour faire de l'astronomie, de la cosmologie aujourd'hui. Et donc chaque fois qu'on observe le ciel de façon différente, avec un messager cosmique différent, on apprend des choses. Et donc la question, est-ce qu'on peut observer le ciel de façon différente? Et donc quelques décennies après l'intuition d'Einstein de l'existence des ondes gravitationnelles, les chercheurs, les chercheuses ont commencé à imaginer qu'on pouvait utiliser les ondes gravitationnelles pour en faire de l'astronomie. D'accord? Donc, évidemment, à l'époque, c'était un rêve, et d'autant plus que Einstein en premier, mais après, les scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet après, ils se sont rendus compte qu'un des problèmes des ondes gravitationnelles, de ces petites vibrations de l'espace-temps générées par les phénomènes violents dans l'univers, enfin, les cataclysmes cosmiques, ces ondes gravitationnelles étaient très très faibles, avaient une amplitude très très petite. Et donc, avec quelques calculs, on s'est rendu compte que, par exemple, la fusion de deux astres à une distance qui est raisonnable produit une vibration de l'espace-temps qui est de l'ordre de 1 milliardième de mètre sur une distance de 3 km. Donc quel est l'effet d'une onde gravitationnelle quand elle traverse l'espace? Donc l'onde gravitationnelle fait vibrer l'espace. Donc les distances entre des objets libres, comme des boules libres dans l'espace, la distance change. L'espace vibre. Donc la distance entre les objets change, mais elle change de très peu. Donc deux objets séparés par 1 kilomètre, leur distance relative change de 1 milliardième de mètre. Donc milliardième de mètre, c'est petit, en sachant que le noyau de l'atome, par exemple, elle a une taille de 1 millionième de milliardième de mètre. Hein.
Donc, c'est la variation de distance qu'on veut mesurer pour détecter les ondes gravitationnelles, elle est 1000 fois plus petite que le noyau de l'atome. Donc on veut mesurer une variation de distance 1000 fois plus petite que le noyau de l'atome entre deux masses qui sont séparées par 1 km. Donc c'est le défi de la détection des ondes gravitationnelles. Donc les scientifiques ont commencé à se pencher sur ce défi aux années 60 et la détection est arrivée en 2015. Donc c'était un demi-siècle entre l'intuition de Einstein, la découverte de Einstein en 1915 et le moment où les chercheurs sont convaincus que c'était intéressant, possible de détecter les ondes gravitationnelles, et un autre demi-siècle pour les détecter. Et donc ça montre des caractéristiques de la recherche scientifique, donc patience, persévérance, et un peu esprit visionnaire, et aussi une grande communauté qui commence à grossir autour de ce projet visionnaire et qui au moment de la détection, donc, compte plus d'un millier de scientifiques. Donc voilà, ça c'est le contexte de cette découverte. Et donc dans le livre, je donne tout d'abord ces éléments de contexte, donc l'astronomie d'un côté, l'évolution de l'astronomie, de Galilée et jusqu'au nouveau messager cosmique, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que les ondes gravitationnelles, il y a les rayons cosmiques, les neutrinos. Et puis je parle de la gravitation, donc la gravitation de Newton. Et alors tout commence avec une question, hein, pourquoi tombons-nous? Quelle est la nature de la force de gravité? Donc c'est une question sur laquelle s'était penché Galilée, après Newton, et donc jusqu'à Einstein. Et donc je parle de la gravitation. Ensuite, j'introduis les ondes. Donc c'est un concept qui est très intéressant parce que les ondes font partie de notre quotidien. Les ondes sismiques, le son, les vagues, et puis des ondes un peu plus difficiles à appréhender, les ondes électromagnétiques qui n'ont pas besoin d'un milieu pour se propager. Donc la lumière se propage dans le vide, peut se propager dans les milieux, mais aussi dans le vide. Et puis les ondes gravitationnelles, encore un effort d'abstraction encore plus grand, parce que ce sont des ondes qui se propagent dans l'espace-temps, mais qui sont des ondes de l'espace-temps. Et donc j'introduis tout cela, et puis j'ai un chapitre dans le livre qui s'appelle les pionniers de l'atomètre. Donc un atomètre, c'est un milliardième de mètre. Donc c'est les pionniers, donc ces visionnaires qui se sont dit, allez, on y va, on essaie de détecter les ondes gravitationnelles. Donc l'effort de cette communauté qui a commencé à construire des prototypes de détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et donc, comment on détecte les ondes gravitationnelles? Donc, l'outil, c'est un outil qui est très vieux, hein, parce que c'est un outil qui remonte au 19e siècle. Ça s'appelle l'interféromètre de Michelson. D'ailleurs, celui qui a inventé cet outil a eu un prix Nobel. En fait, c'est un outil qui est conceptuellement très simple, hein. Ça se base sur un faisceau laser, un faisceau lumineux. À l'époque, au 19e siècle, c'était juste la lumière, et qui est partagé en deux parties. Et donc, par un miroir semi-réfléchissant. Donc, le miroir transmet 50% du faisceau, et il envoie 50% du faisceau sur une direction perpendiculaire.
les deux faisceaux se propagent, et puis ils sont réfléchis par deux miroirs, et ils se récombinent au même endroit. Alors, s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, elle va déformer l'espace-temps. Donc, un bras de cet interféromètre va devenir plus court, l'autre va devenir un peu plus long. Cette déformation est asymétrique. Ça, c'est la théorie qui le dit. Et donc, les faisceaux se retrouvent déphasés. Se retrouvent avec un retard d'un par rapport à l'autre. Et nous, on mesure ce retard grâce à une propriété de la lumière qui s'appelle l'interférence. C'est-à-dire que l'interférence avec deux faisceaux fait en sorte que si on prend deux faisceaux, on les fait interférer et les faisceaux se déphasent. Le déphasage change la quantité de lumière qui est détectée. Donc on transforme le passage de l'onde gravitationnelle en la détection d'une petite variation de quantité de lumière. Donc ça, c'est l'instrument, mais conceptuellement, c'est quelque chose qui arrive du 19e siècle. La différence, c'est que pour détecter les ondes gravitationnelles, il faut pouvoir détecter un changement de longueur relative de 1 milliardième, 2 milliardième de mètre. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'il faut éliminer toutes sortes de bruits. Alors, les bruits des vibrations de la Terre, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais la Terre vibre. Et les bruits technologiques, les bruits associés à la source laser, les bruits acoustiques. Donc, on essaye d'enlever l'air, d'avoir des longs tubes à vide. Et puis, il y a des bruits de type un peu plus fondamental, liés à la nature de la lumière. La lumière, c'est un objet quantique. Et la théorie de la mécanique quantique, qui est l'autre grande théorie du XXe siècle, c'est la théorie de l'infiniment petit, nous dit qu'on ne peut pas avoir une précision infinie sur ce qu'on mesure. C'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et donc, voilà, il faut essayer d'imaginer des techniques pour faire des mesures les plus précises possibles avec tous ces bruits et avec les limitations de la physique fondamentale. Et voilà, et donc ça c'est donc l'aventure qui dure quelques décennies. Et puis on arrive à 2015. Donc, alors le livre, donc c'est un livre qui est surtout l'histoire de cette découverte, mais comme j'étais là depuis 25 ans, je racontais un peu mon point de vue, un peu de l'intérieur, un peu des coulisses, un peu de la découverte. Et voilà, c'est une histoire, comme je disais, de beaucoup de patience, parce que nous avons travaillé pendant très longtemps, donc parfois on est un peu frustré, soit on veut partir, parce que il nous semble une entreprise un peu folle. Et puis voilà, on reste. Et on arrive au chapitre 6 du livre qui s'appelle « La première onde ne s'oublie jamais ». Et donc ça raconte un peu la découverte, ce matin de découverte. Personne n'y croyait. On avait pensé un moment, ça pouvait être un hacker, quelqu'un qui avait introduit le signal de façon malveillante. Donc il y avait eu un comité qui avait étudié la chose. Est-ce que ça pouvait être une injection malveillante, un tremblement de terre, on était en train de se tromper complètement. Et donc cela dure 5 mois. Et depuis septembre 2015 à février 2016, il y a l'annonce. Et donc beaucoup d'émotions, un sentiment d'accomplissement, parce qu'on faisait partie d'une aventure, et aussi de la frustration,
parce que la première détection a été faite par 2 détecteurs américains. Donc nous étions associés à ce projet parce qu'on travaillait tous ensemble. Mais le détecteur que moi j'avais contribué à construire, à développer, ne marche pas encore. Et donc voilà, de la frustration aussi. Frustration qui a continué jusqu'en août 2017, quand notre détecteur, le détecteur Virgo, un détecteur européen, qui est donc voilà, avec une grande contribution française et qui est en Italie, à côté de Pise, Virgo commence à fonctionner, août 2017. Et là, il y a 2 événements incroyables. Le 14 août 2017, on détecte la fusion de 2 trous noirs. Et il y a 3 détecteurs ensemble qui détectent la fusion de 2 trous noirs. Et quand on détecte cette fusion de 2 trous noirs avec 3 détecteurs, on peut trianguler la source dans le ciel. On peut donner la position. Hein, parce que les détecteurs d'ondes gravitationnelles ne sont pas des télescopes classiques, ne donnent pas la position. Il faut 3 détecteurs pour établir la position. Donc on commence vraiment à faire de l'astronomie, à dire, voilà, la source, elle est là-haut. Et donc, c'est 2 trous noirs. Donc, il y a eu la première détection, c'était 2 trous noirs. Donc, la fusion de 2 ondes gravitationnelles est produite par les derniers cycles de cette danse de trous noirs, de chacun 30 masses solaires qui fusionnent. Et donc, il y a cette bouffée d'ondes gravitationnelles. Et je dirais après pourquoi c'est important. Mais pour revenir au 2017, donc, il y a eu 14 août, fusion de 2 trous noirs, et 17 août, un événement encore plus incroyable, c'était la fusion de 2 étoiles à neutrons. Et alors pourquoi c'était encore plus incroyable? Parce que les trous noirs, quand il y a une fusion de trous noirs, on n'observe que les ondes gravitationnelles. Alors théoriquement, c'est possible, c'est très compliqué qu'il y a aussi émission de la lumière, mais par contre, avec les étoiles à neutrons, il y a aussi émission de la lumière. Donc, le 17 août, on a détecté les ondes gravitationnelles et la lumière en même temps. Donc, Virgo et LIGO ont pu donner des alertes à des télescopes et dire, voilà, on a détecté une onde de gravitation qui vient de là-haut, allez regarder ce qu'il y a. Et les télescopes, quelques heures après, il y a eu 70 télescopes dans le monde qui sont allés regarder. Il y a quelques télescopes qui ont découvert qu'il y avait un objet qui n'était pas présent avant dans le ciel, ça s'appelle une kilonova, un objet transitoire lumineux. Et c'était une découverte incroyable parce que pour la première fois, on détectait des ondes gravitationnelles et la lumière ensemble. C'était vraiment ce qu'on appelle l'astronomie multimessager. Et grâce à cet événement, on a pu découvrir énormément de choses. Je vais y revenir dans quelques instants. Et donc, voilà. Bon, là, avec 2017, la frustration avait disparu parce que notre instrument fonctionnait. Et là, dans le livre, je parle, il y a un paragraphe qui parle de la grande aventure collective. Donc, c'était un des objectifs du livre, parler de la découverte, parler de mon aventure personnelle et parler de l'aventure collective. Et j'y tiens beaucoup. On parle beaucoup des grands scientifiques, Einstein, les génies, etc. Mais la science, c'est beaucoup une aventure collective. Et notre expérience de grande collaboration internationale, bien sûr, il y avait un peu de compétition, hein, mais il y avait aussi beaucoup, il y a de la collaboration et ça, c'est très beau et je crois que c'est de plus en plus nécessaire de collaborer, de mettre en commun des ressources. Et je trouve un élément très très beau de la science que voilà, dans notre projet, on met ensemble des données,
on les analyse ensemble, on a une grande communauté internationale. Et cela, ça nous permet de faire des découvertes incroyables, d'optimiser ce potentiel de l'astronomie gravitationnelle. Alors, donc là, c'est l'histoire. L'histoire continue. On a continué à détecter des ondes gravitationnelles. Là, on a détecté plus d'une centaine de sources. Chaque source, pour l'instant, c'est la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Alors, pourquoi cela est important? Et après, je vais conclure. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on teste la théorie d'Einstein de la relativité. On fait des tests de cette théorie. Alors, la théorie d'Einstein, c'est la théorie de la relativité générale. C'est la grande infrastructure cosmique. C'est la grande infrastructure théorique pour faire de l'astrophysique, pour faire de la cosmologie. Et donc, c'est important de continuer à la tester. Elle a été très bien testée, mais là, on la teste dans un régime des champs gravitationnels extrêmes, les champs gravitationnels des trous noirs. C'était un régime nouveau. Alors, pourquoi c'est important de continuer à la tester? Parce qu'il y a des phénomènes qu'aujourd'hui, on ne comprend pas encore. Par exemple, l'expansion accélérée de l'univers, une découverte de la fin des années 90. On a compris que l'univers est en expansion, et l'expansion s'accélère, ce qu'on appelle parfois aussi l'énergie noire. Alors, est-ce que l'énergie noire, cette expansion accélérée de l'univers, est une forme d'énergie, ou c'est juste que la théorie d'Einstein n'est pas tout à fait correcte à des échelles cosmiques, cosmologiques? Donc, c'est important de tester la théorie d'Einstein. Et puis, l'autre raison, c'est que aujourd'hui, nous avons deux grandes théories. L'infiniment grand, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'infiniment petit, c'est la mécanique quantique. Et il n'y a pas une théorie unique encore. Voilà, il y a des gens qui essaient, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, mais il n'y a pas encore une théorie unique. Et donc, regardez les ondes gravitationnelles, ces phénomènes-là, regardez ce qui se passe autour de trous noirs, ces objets extrêmes, ça peut nous donner des portes pour des indications. Ça peut prouver qu'il y a des failles qui peuvent se transformer dans des pistes pour établir des nouvelles théories. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est important. Les ondes gravitationnelles sont importantes. La physique fondamentale, les tests de la théorie d'Einstein. Et puis elles sont importantes parce que c'est une nouvelle façon de faire de l'astrophysique. On a vu une centaine de fusions de trous noirs. Et c'est une façon d'étudier le trou noir complètement nouvelle. Alors avant, on voyait le trou noir grâce à l'effet que le trou noir a sur l'environnement. Par exemple, la matière qui est chauffée, qui tombe dans les trous noirs, et on voit le rayonnement produit par ce phénomène. Maintenant, on voit vraiment la fusion des trous noirs, et on mesure des caractéristiques de ces objets avec une grande précision. Et donc, on a découvert que les systèmes de trous noirs peuvent fusionner. On a découvert qu'il y a des trous noirs avec une masse très très grande qu'on n'avait jamais observée avant, plus grande de 20-25 masses solaires. Ces trous noirs d'origine stellaire, on ne les avait jamais détectés avant. Et donc, on peut étudier la distribution des trous noirs dans l'univers, la distribution des masses des trous noirs. Et donc, les trous noirs, c'est des étoiles mortes. Donc, la distribution des masses de trous noirs peut nous renseigner sur les mécanismes d'évolution stellaire. Et donc, nous renseigner sur des choses très importantes au niveau de l'astrophysique, voilà, des étoiles. Après, on peut faire de la cosmologie avec les ondes gravitationnelles. On peut essayer de mesurer, et on a essayé, l'expansion de l'univers. Et donc, comme les ondes gravitationnelles ont une nature complètement différente des ondes électromagnétiques,
les ondes gravitationnelles nous renseignent de façon différente sur un phénomène qu'aujourd'hui, où il y a des controverses. Le taux de l'expansion de l'univers est mesuré de façon différente et les mesures ne sont pas complètement en accord. Et cela pourrait nous donner des pistes aussi sur une révision de la théorie standard de la cosmologie, de la théorie du Big Bang. Donc voilà, de l'astrophysique, de la physique fondamentale, de la cosmologie, et des alertes parce que les Virgo, LIGO, les détecteurs d'ondes gravitationnelles détectent des ondes gravitationnelles partout dans le ciel et tout le temps. On n'a pas besoin que ça soit nuit. Les ondes gravitationnelles traversent la Terre, donc on peut les détecter de l'autre côté de la planète. Et donc, on peut, en détectant les ondes gravitationnelles, aller donner des alertes au télescope électromagnétique. Et donc, on peut l'utiliser comme des lanceurs d'alerte. Et voilà, je vais conclure. Donc, c'est l'intérêt des ondes gravitationnelles, c'est expliqué à la fin du livre. Et donc, il y a les chapitres Einstein à l'épreuve, mesurer l'univers, quand les extrêmes se touchent, les ondes gravitationnelles peuvent tester aussi la matière très très dense qui est dans les étoiles à neutrons. C'est un autre problème très, très important. Et puis le dernier chapitre, c'est sur le futur. Donc le futur, on continue à développer des détecteurs pour regarder toujours plus loin dans l'univers et regarder, on espère aussi, d'autres phénomènes produits par les ondes gravitationnelles. Donc on espère un jour de pouvoir détecter des ondes gravitationnelles associées à des supernovae, même si c'est très, très difficile. On espère, et ça serait vraiment le Graal de cette science, de détecter un fond d'ondes gravitationnelles qui a été produit par très très tôt dans l'histoire de l'univers, qui pourrait nous renseigner sur ce qui s'est passé dans une phase de l'univers primordial qu'on appelle l'inflation cosmique. Et donc, c'est une histoire qui commence en 2015 et qui continue et qui a ouvert une fenêtre dans l'astrophysique, une fenêtre observationnelle astrophysique et la cosmologie. Je pense qu'il y aura encore plein de surprises avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Voilà. Je m'arrête là et si vous avez des questions, n'hésitez pas.